Bonjour, bienvenue, Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les 26e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, événement dont Boursorama évidemment est partenaire. Votre invité, c'est Pascal Demurger, le directeur général de la Maif. Bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous et merci Ravi d'être également, là. merci de votre invitation. La France, il faut qu'on parle parce que la canicule, il y a beaucoup d'études qui sont sorties post-canicule et la France potentiellement est parmi les économies les plus exposées aux pertes économiques liées aux canicules, selon un rapport d'Alliance. Pardon, c'est un concurrent et encore que... Mais c'est intéressant d'avoir de la data, bien sûr, de la data sur ces sujets-là. Ouais. La perte de PIB cumulé, on ne se rend pas compte, c'est potentiellement sur 4 ans, 2026-2030, 240 milliards d'euros pour la France. Comment la France doit s'adapter pour être plus résiliente face aux canicules qui, immanquablement, vont nous frapper? Ouais. La question, c'est quand? La question, c'est quand, et ça y est, ça a commencé. C'est plus un risque potentiel, c'est une réalité. On aura la semaine prochaine la 3e canicule de l'année. On voit bien que, ça y est, nous y sommes, dans les conséquences directes, tangibles du réchauffement climatique. Nous, les assureurs, ça fait déjà 15 ans qu'on mesure les conséquences du réchauffement climatique. L'augmentation des périls naturels, des catastrophes naturelles, elle est permanente depuis plus de 15 ans déjà, et l'augmentation du coût de ces catastrophes naturelles est extrêmement forte. À la fin, qui paye la facture? Avant de voir la prévention, comment on peut se préparer, être plus résilient, qui paye la facture à chaque fois? Alors, à la fin, évidemment, on essaye, et particulièrement nous, assureurs mutualistes, de prendre en charge le maximum, y compris sur notre résultat. Mais évidemment, il y a une partie qui nécessairement est répercutée dans les tarifs de l'assurance. Forcément, s'il y a un coût pour l'assureur, à un moment donné, il y a aussi une augmentation des primes. Mais en termes de politique publique, comment la France doit, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour mieux s'adapter, être plus résilient? Alors déjà, je ne sais pas si c'est n'importe quoi, mais on pense le plan climat du RN qui nous dit un plan climat 40 milliards d'euros sur 10 ans. Quelles sont les idées pour rendre la France, pour s'adapter, être prêt? La première chose déjà, c'est de compter sur les entreprises et d'aider les entreprises à s'adapter et à adapter le pays. Moi, je co-préside un mouvement patronal qui s'appelle Impact France, qui représente 30 000 entreprises déjà en France et qui précisément formule des propositions pour modifier la réglementation, modifier éventuellement la fiscalité, de sorte qu'il y ait une vraie incitation pour que les entreprises investissent sur ces sujets d'adaptation climatique. On est dans une situation où, en réalité, il n'y a pas d'incitation. Les aides publiques, par exemple, de l'État versées aux entreprises ne sont pas du tout conditionnées aux efforts que les entreprises font en la matière. Les marchés publics intègrent très peu de clauses environnementales dans les appels d'offres. La fiscalité est la même pour toutes les entreprises, que l'entreprise est investie pour dépolluer sa production, par exemple, ou qu'elle n'ait concédé aucun investissement. C'est à la fois relativement injuste, inéquitable, c'est évidemment démotivant pour les entreprises qui veulent investir, par exemple, dans la décarbonation. C'est par ailleurs complètement de la mauvaise gestion des finances publiques. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en n'accélérant pas la transition, en réalité, on va cumuler des coûts beaucoup plus importants. Vous citiez le chiffre d'Alliance sur le coût des canicules sur 4 ans, 240 milliards. Si on avait aidé les entreprises à cette hauteur pour... Donc il faut aider les entreprises? En tout cas, il faut favoriser celles qui effectivement investissent dans la décarbonation ou dans l'adaptation, même si c'est au détriment de celles qui ne font rien pour les inciter à bouger plus rapidement. On peut aussi être dans la... Oui, pardon, allez-y. Non, allez-y, je vous en prie. On peut aussi être dans la prévention. On parle souvent en matière d'assurance, de la prévention des risques. Absolument. On peut être dans la prévention du risque canicule? On peut être dans la prévention alors du risque canicule. Non, on ne va pas empêcher l'apparition de canicules. Ça, c'est clair. En revanche, on peut être dans la prévention des conséquences d'une canicule. On peut être dans la prévention de certains risques. La prévention, par exemple, des inondations. Il y a une augmentation
importantes depuis pas mal d'années déjà, des inondations en France. La Maïf, pour ce qui la concerne, a mis en place ce qu'on appelle un dividende écologique, c'est-à-dire que l'on consacre 10% de nos résultats annuels à des actions en faveur de la biodiversité, des actions en faveur de la prévention de ces risques-là. Par exemple, on va réhabiliter une zone humide en amont d'une ville. On l'a fait récemment dans la ville de Saintes. Saintes est traversée par une rivière, la Charente. La zone humide en amont sert de zone tampon en quelque sorte. Et si jamais le fleuve, la rivière est en crue, elle peut déborder en amont et éviter qu'il y ait des inondations dans le centre de la ville. Il y a eu précisément des inondations, en tout cas des crues, au mois de février dernier, et on a vu les résultats extrêmement probants de cette action que la Maïf a financée. Le centre-ville a été beaucoup plus largement épargné qu'il ne l'aurait été si on n'avait rien fait. Donc oui, il y a des mesures de prévention qui sont possibles, y compris de prévention de la survenance de certains risques. En revanche, pour la canicule, il s'agit de prévenir les conséquences de cette canicule. Après, il y a aussi les risques liés évidemment aux inondations, on l'a dit, aux tempêtes, aux submersions marines. Alors, pardon, c'est un peu moins de saison, mais c'est le pendant de la canicule, évidemment. 47% des communes ont des zones inondables. 17 millions de foyers français sont concernés. Est-ce qu'à l'avenir, il y a cette crainte qu'il y ait des refus de prise en charge par les assureurs? Est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce que vous y songez? Est-ce qu'il faut que certaines zones soient plus assurables, certaines maisons? On voit ça en Floride. C'est un sujet qui va venir inéluctablement. C'est un sujet qui va venir inéluctablement si on ne fait rien. Moi, ça fait déjà 5 ans que je plaide au sein de la profession des assurances, mais aussi auprès des pouvoirs publics, pour que l'on organise un système de mutualisation de ce risque-là. Mais c'est le régime CatNat, non? C'est le régime CatNat, mais le régime CatNat mutualise très peu en réalité. Et donc dans la situation actuelle, comme par ailleurs les assureurs ont énormément de données très précises et des modèles prédictifs extrêmement précis, on sait où les inondations risquent d'arriver, pour rester sur l'exemple des inondations. Et donc dans le système actuel, un assureur aurait intérêt à ne plus accepter d'assurer des maisons qui sont effectivement exposées. Si on ne fait rien, c'est ce qui va se passer. Et si on ne fait rien, demain, il y aura 10-15% de la population française qui ne trouvera plus d'assurance. D'où la nécessité absolue, parce que c'est évidemment une situation que l'on ne peut pas accepter, d'où la nécessité absolue de trouver un système de mutualisation entre assureurs pour répartir le coût de ces zones les plus risquées, les plus inondables en l'occurrence, entre l'ensemble de la profession. Autre sujet, il faut parler évidemment de nos comptes publics. On a eu le FMI en mai, la Commission européenne début juin, la Cour des comptes la semaine dernière, et maintenant c'est l'OCDE qui tire la sonnette d'alarme au sujet des finances publiques de la France. Est-ce que vous aussi, cette trajectoire-là, est-ce qu'elle vous inquiète quand vous entendez que la France va dans le mur? Est-ce qu'on veut nous faire peur ou il y a un vrai risque? Non, il y a un vrai risque. Les chiffres sont là. Enfin, quand on a 120% du PIB sous forme de Les Japonais dette publique, ont 200%, ils ne sont pas morts. Oui, sauf qu'ils n'ont pas le même déséquilibre de la balance commerciale, de la balance des paiements, et ça change tout. Et ça change tout. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Non, on est dans une situation. Et puis leur dette est détenue à 95% par des investisseurs domestiques. Oui. Alors que nous, notre dette est détenue à 2/3 par des investisseurs étrangers. Par des non-résidents, absolument. Absolument. Donc un niveau de dépendance beaucoup plus élevé. Non, les chiffres sont là. Les chiffres en eux-mêmes sont inquiétants. Un déficit budgétaire qui va dépasser 5%, et donc on continue de creuser le poids ce qu'on appelle le service de la dette, le seul paiement des intérêts qui devient insoutenable et qui sera demain le premier budget de l'État. Et on est déjà à 70 milliards aujourd'hui. Évidemment, la situation est inquiétante. Ce qui est beaucoup plus inquiétant... L'état de nos comptes publics est inquiétant. L'état de nos comptes publics est inquiétant, il n'est pas dramatique. En revanche, ce qui est dramatique, ce sont deux choses. La première chose, c'est l'impuissance publique dans laquelle nous sommes, notamment depuis 2024,
avec une incapacité à trouver des compromis pour avoir des majorités et effectivement voter des PLF qui commencent à résoudre, des projets de loi de finances, pardon, qui commencent à résoudre le sujet. Et puis, évidemment, l'autre risque qui est beaucoup plus grave, c'est de voir arriver au pouvoir en 2027 des partis extrêmes qui vont rendre beaucoup plus compliquée la situation parce que la note de la France va être dégradée, parce que les taux d'intérêt vont augmenter, donc le service de la dette va être encore plus cher et demain le FMI risque de nous mettre sous tutelle si on est dans cette configuration politique. Et que dites-vous aux Français, aux Françaises qui sont tentés par, encore une fois, par les propositions des deux extrêmes en France, que ce soit LFI ou RN? Je dis qu'il peut y avoir... Parce qu'il y a plus d'une majorité de Français aujourd'hui, largement, qui, quand on fait le cumul des scores, potentiellement, se porterait sur... J'ai honnêtement, évidemment, pas de conseils à donner aux Français, je m'en garderai bien. En revanche, quand je vois des programmes qui, évidemment, à court terme, paraissent extrêmement alléchants, où on promet la lune au fond, mais ces programmes ne tiennent absolument pas compte de la réalité des contraintes dans lesquelles nous sommes et des conséquences dramatiques à moyen terme pour la France, pour ses finances publiques bien sûr, pour son économie et donc pour, en cascade, le pouvoir d'achat des Français et le rang de la France dans le monde et son indépendance. Oui, sauf que si on veut stabiliser la dette publique, c'est 100 milliards d'euros d'efforts budgétaires. La question, c'est qui paye l'addition, qui fait les efforts. Et il ne s'agit pas non plus de complètement éteindre la croissance, de complètement... qui est déjà assez faible comme ça. Et qui déjà est relativement faible. En revanche, oui, il y a des mesures à la fois budgétaires, des mesures fiscales à prendre, des mesures sur un certain train de vie de l'État, sur une rationalisation des dépenses publiques. On est quand même dans la situation paradoxale dans laquelle on a un niveau de prélèvement obligatoire qui est un des plus élevés au monde et désormais des services publics qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes, que ce soit l'école, que ce soit l'hôpital, que ce soit maintenant la justice ou d'autres. Après, la question se pose, c'est quand il faut faire 100 milliards d'euros d'économie, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts, on coupe dans les dépenses, c'est compliqué. Est-ce qu'on gèle les pensions de retraite ce que propose l'OCDE pour les pensions les plus élevées? Il y a des efforts à faire à tous les étages. Il y a des efforts à faire à tous les étages et moi je regrette un certain discours patronal puisqu'on est au rendez-vous, aux rencontres économiques d'Aix. Je regrette un certain discours patronal qui n'est pas celui porté par Impact France qui en gros réclame des baisses absolument considérables et immédiates de la pression fiscale sur les entreprises. Évidemment, moi je suis patron, je connais les exigences de la compétitivité et je connais la concurrence internationale. En revanche, dans un pays à la veille d'élections où il y a une colère sociale qui s'exprime, il y a un risque de radicalité politique et un risque de voir des extrêmes arriver au second tour de l'élection présidentielle, je crois qu'il faut savoir quelles sont les priorités. Et je pense qu'il y a un besoin d'apaisement social, de retrouver un certain vivre ensemble, un certain apaisement avant de procéder à des mesures qui peuvent être effectivement difficiles pour tout le monde. Pascal Demurger, avant de se quitter, il faut qu'on parle du dividende sociétal. Depuis 2 ans, Crédit Mutuel et Maïf vous réservez respectivement 15% et 10% de vos résultats pour des initiatives à impact écologique ou social. Le dividende sociétal. Vous n'avez pas été vraiment suivi, vous le savez, par les grandes entreprises. C'est plus difficile, notamment déjà quand on est coté en bourse, d'avoir un dividende sociétal. C'est plus difficile, mais c'est pas inaccessible. C'est pas inaccessible. Et vous seriez patron d'une boîte du CAC 40, vous le feriez quand même? En tout cas, j'essaierai, oui, c'est clair. C'est clair. Non, vos jours seraient comptés. Peut-être. Il faut après... il faut être capable d'embarquer ses actionnaires. Pourquoi les grandes entreprises ne suivent pas? À la fois pour les raisons que vous avez dites, et puis peut-être qu'il faut les interroger là-dessus. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une orientation qui est extrêmement forte. Enfin, vous vous rendez compte, l'argent que l'on serait capable de déployer si toutes les entreprises, ne serait-ce que celles du CAC 40, acceptaient effectivement de consacrer 10% de leurs résultats annuels
Quand 10% vous croisez des résultats annuels, c'est possible, c'est accessible. Et on aurait un levier et des moyens d'action gigantesques. Quand vous croisez en off des patrons du CAC 40 et que vous en parlez avec eux, ils vous disent quoi? Qu'ils font beaucoup de choses déjà. Et que c'est pas la manière dont ils veulent agir. Moi, je crois en tout cas que c'est un bon complément à l'ensemble des actions qu'ils peuvent faire. Allez, merci à vous pour cet entretien. Donc Pascal Demurger, directeur général de la NAIF, invité d'Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci beaucoup.